Je suis là pour récupérer ce qui m'appartient. Je suis debout dans cette agence de First Union, avec 17 $ en poche, et la directrice vient de m'annoncer qu'il me faut 650 $ pour ouvrir un coffre-fort. Un coffre dont j'ignorais même l'existence jusqu'à il y a 3 jours. J'ai 48 ans, je suis au chômage depuis 4 mois, et mon oncle vient de vendre la boîte de mon grand-père pour un demi-milliard de $, alors que le reste d'entre nous n'a touché que des clopinettes. Voici l'histoire d'un coffre qui a fait voler en éclats 15 années de mensonges. Je m'appelle Thomas. Il y a 3 mois, je me suis fait virer de mon poste de chef d'équipe à l'entrepôt de Harper Distribution. 21 ans partis en fumée. Ils ont automatisé la moitié de l'endroit, et mon assiduité parfaite n'a strictement rien pesé. Les robots, ça coûte moins cher. Mes économies? Évaporées. Elles ont payé la dernière année d'études de ma fille Sophia à la fac. Elle étudie la comptabilité, bien décidée à être la première de notre famille à décrocher un diplôme universitaire. Elle a proposé de prendre un semestre de congé pour m'aider. J'ai refusé catégoriquement. Ton éducation, c'est la seule chose que personne ne pourra jamais t'enlever, lui ai-je dit, en arborant ce courage de façade que les parents apprennent à maîtriser. Mais faire preuve de courage a signifié vendre mon pick-up, liquider mon plan d'épargne retraite avec des pénalités monstrueuses, et déménager d'un 2 pièces correct à un studio au-dessus de la quincaillerie Martinez. Un endroit qui pue en permanence la térébenthine, et dont la plomberie gémit toute la nuit comme si quelque chose agonisait dans les murs. Mon grand-père, Édouard Martinez, a fondé Valley Freight Solutions en 1966 avec pour seul capital un camion de livraison emprunté et un accord verbal pour transporter des meubles d'une boutique locale vers des magasins hors de l'État. Il dormait dans ce camion 3 nuits par semaine pour économiser sur les frais d'hôtel, se douchait dans des relais routiers, et mangeait les sandwichs que ma grand-mère Rosa lui préparait dans de vieux Tupperware. À ma naissance, en 1976, Valley Freight possédait 14 camions et un entrepôt. À mon 10e anniversaire, il y en avait 35, qui sillonnaient 3 États. Grand-père Édouard n'a jamais oublié d'où il venait, pourtant. Il conduisait toujours le camion numéro 1, ce vieux Kenworth qu'il avait acheté avec ses premiers vrais bénéfices, le réparant avec des pièces de récupération et une sacrée dose d'huile de coude. Thomas, me disait-il pendant ces trajets estivaux où il m'apprenait à passer les vitesses sur des routes de campagne désertes, la vraie richesse, ce n'est pas ce que tu reçois, mais ce que tu donnes en retour. Souviens-toi de ça quand je ne serai plus là. Je me souvenais de tout concernant ces étés. L'odeur du diesel mélangée à son eau de Cologne, qui imprégnait tout. Comment il achetait du café aux pauvres types dans les relais routiers, traitant les sans-abri avec le même respect que les banquiers. Comment il connaissait les enfants de chaque chauffeur par leur nom, leur date d'anniversaire, leurs problèmes. Édouard Martinez a bâti un empire sur l'idée folle que le business était une affaire personnelle. Mon père, Carlos, était le fils aîné de grand-père, un marine qui avait fait 3 missions à l'étranger avant de revenir travailler à la répartition chez Valley Freight. Il a épousé ma mère, Linda, quand ils avaient tous les deux 26 ans, m'a eu 1 an plus tard, puis ma sœur Monica 5 ans après ça. Papa était préparé à prendre la relève de l'entreprise, apprenant tous les rouages depuis le bas de l'échelle, exactement comme grand-père l'avait fait. Mais un ivrogne a grillé un stop sur la route 22 un jeudi soir pluvieux en 2006. Papa est mort sur le coup, ont-ils dit. Comme si ça était censé nous réconforter. Ça n'a pas été le cas. J'avais 30 ans, Monica en avait 25, et maman était veuve à 55 ans. Oncle Kenneth s'est pointé aux funérailles en BMW, consultant son BlackBerry pendant l'éloge funèbre. Il avait 6 ans de moins que papa, mais vivait dans un monde différent. Papa était allé à la fac locale, puis s'était engagé. Kenneth avait fait Columbia pour son MBA. Pendant que papa travaillait chez Valley Freight, apprenant l'entreprise familiale. Kenneth était devenu vice-président exécutif chez Sterling Capital Management à Manhattan, gérant des fonds spéculatifs et parlant de produits dérivés et d'acquisitions à effet de levier. Ça sonnait comme du grec ancien pour le reste d'entre nous. Quelle tragédie, je l'ai entendu dire à quelqu'un à la réception. Carlos avait un vrai potentiel. Comme si conduire des camions était indigne de notre famille. Comme si l'empire que grand-père Édouard avait bâti de ses propres mains était une source de honte. Mais grand-père l'a entendu, lui aussi. Et j'ai vu quelque chose changer sur son visage ce jour-là. Un calcul en cours, une décision mise au frais pour plus tard. 5 ans plus tard, quand grand-père a été diagnostiqué avec un cancer du poumon avancé qui s'était déjà propagé, oncle Kenneth s'est soudainement montré très intéressé par l'entreprise familiale. Il a pris un congé de son boulot à Wall Street, a quitté New York,
et à camper au chevet de grand-père comme un fils dévoué. L'entreprise a besoin d'un leadership pendant ce changement, a-t-il annoncé lors d'une réunion de famille dans le salon de grand-père. J'ai les compétences nécessaires pour m'assurer que Valefrect survive à ça. Maman, toujours en deuil de papa et submergée par la maladie terminale de grand-père, a simplement hoché la tête. Monica était enceinte de son premier enfant, et avait ses propres soucis à gérer. Et moi? Je travaillais comme chef d'équipe dans un centre de distribution, gagnant 42 000 par an et pensant qu'oncle Kenneth renonçait à sa carrière prestigieuse pour aider la famille. Nous étions tous des pigeons. Peut-être qu'on voulait juste croire que la famille, c'était plus qu'une occasion de faire de l'argent. Pépé Édouard est mort un matin glacial de février 2011. L'infirmière des soins palliatifs a appelé à 6h45 du matin. Quand je suis arrivé, tonton Kenneth était déjà là, en train de tout organiser, de prendre les choses en main comme s'il s'était entraîné pour ça. Il barrait l'entrée de la chambre de Pépé, le portable collé à l'oreille, en train de négocier les forfaits obsèques avec les pompes funèbres. « Il faut que je le voie », j'ai dit. « Les pompes funèbres arrivent », a répondu Kenneth, sans même me regarder. Il n'y a rien à voir. Mais je l'ai quand même bousculé pour passer. Pépé avait l'air paisible. Enfin, après des mois de souffrance. Aucune quantité de médicaments ne pouvait la calmer. Ses mains énormes qui avaient tout bâti à partir de rien, étaient croisées sur sa poitrine. Quelqu'un, probablement l'infirmière, l'avait habillé avec sa chemise de flanelle préférée, celle à carreaux bleus et noirs qu'il portait pour les dîners de famille. Aux funérailles, tonton Kenneth a fait un discours qui aurait pu être touchant si on ne le connaissait pas. Il a parlé avec des mots compliqués d'héritage et de valeurs familiales, d'honorer le passé tout en construisant l'avenir. Il a même pleuré en racontant qu'il avait appris à conduire sur les camions de Pépé, alors que je ne me souvenais pas que ce soit arrivé. Papa disait toujours que la famille passe avant tout, a conclu Kenneth, en agrippant la tribune, en se donnant un genre ému. Je promets d'honorer son héritage et de protéger ce qu'il a bâti pour nous tous. Maman m'a serré la main. Monica essuyait ses larmes. Même moi, j'ai ressenti un petit espoir, comme si perdre Pépé allait enfin nous rapprocher, comme si Kenneth avait enfin compris ce qui comptait vraiment. 2 semaines plus tard, on était tous dans la salle de conférence de Patterson et Associés, le cabinet d'avocats qui s'occupait des affaires de Valefrect depuis 23 ans. Maître Patterson, un type maigre avec des lunettes à monture métallique qui connaissait Pépé depuis toujours, avait l'air super mal à l'aise pendant qu'il mélangeait des papiers sur la table en acajou. « Je veux commencer par vous dire à quel point je suis désolé pour votre perte, » a-t-il dit, sans regarder personne. Édouard était un homme extraordinaire. « Merci, » a dit maman doucement. « Il pensait beaucoup de bien de vous aussi. » La mâchoire de maître Patterson s'est contractée. Il a ramassé un papier, ses mains tremblaient un peu. Le testament d'Edward James Martinez, daté du 20 novembre 2010, juste 3 mois avant sa mort, quand le cancer lui avait déjà bousillé le cerveau, quand il prenait tellement d'antidouleurs qu'il nous reconnaissait à peine. À mon fils, Kenneth Robert Martinez, a lu Patterson, d'une voix totalement monocorde. Je lègue la propriété et le contrôle exclusif de Valefrect Solutions, toutes les propriétés, équipements, contrats et actifs, ainsi que mon portefeuille d'investissement personnel et tous les autres biens. Le silence qui a suivi était si épais que j'entendais le bourdonnement des néons. Et nous, le reste, a finalement demandé maman, d'une voix faible et perdue. Patterson s'est éclairci la gorge, ayant l'air encore plus mal à l'aise. Il n'y a pas d'autres bénéficiaires nommés dans le testament. C'est impossible, a dit Monica, sa main sur son ventre de femme enceinte. Pépé a toujours dit que l'entreprise serait partagée entre ses enfants, et papa en aurait eu la moitié s'il était encore en vie. Vous n'avez jamais été mentionné dans le testament, a dit Kenneth, avec la même voix compatissante qu'aux funérailles. Ni Thomas ni Monica. Papa pensait que j'étais le seul capable de faire perdurer son héritage. Trolley était ton frère, a dit maman, les larmes commençant à couler. Édouard l'aimait. Il n'aurait jamais oublié ses petits-enfants. Kenneth a fait glisser une copie du testament sur la table. C'était là, noir sur blanc, la signature tremblante de Pépé en bas, attestée par 2 infirmières que je n'avais jamais vues auparavant. Papa a pris cette décision en toute lucidité, a dit Kenneth. Il savait que j'avais le sens des affaires nécessaires pour faire passer Valefrect à la vitesse supérieure. Il voulait s'assurer que l'entreprise survive et prospère. C'est une question d'argent, j'ai dit, retrouvant enfin ma voix. Tu as trompé un mourant pour qu'il change son testament. Fais attention aux accusations que tu ne peux pas prouver, a dit Kenneth,
son numéro de gentil garçon se fissurant un instant, laissant entrevoir quelque chose de froid en dessous. Ce testament a été dûment signé et attesté. Toute contestation serait coûteuse, prendrait une éternité et ne mènerait à rien de toute façon. Maître Patterson ne regardait aucun de nous. Il continuait juste à tripoter ses papiers pendant que Kenneth expliquait à quel point il serait généreux, comment il veillerait à ce qu'on soit pris en charge avec un petit arrangement, 25 000 $ chacun, de quoi couvrir les frais d'obsèques et ce genre de choses. C'est de l'argent de la culpabilité, j'ai dit, en me levant. Tu as tout volé et tu nous offres des miettes? Je vous offre plus que ce à quoi vous avez légalement droit, a dit Kenneth. À prendre ou à laisser. Monica sanglotait maintenant. Monica était géniale pour moi. Monica était géniale pour moi. Monica était la meilleure pour moi. Monica était géniale pour moi. Monica était géniale pour moi. Monica était la meilleure pour moi. Monica était géniale pour moi. Monica était géniale pour moi. Monica était vraiment cool. Monica était géniale pour moi. Monica était géniale pour moi. Monica était légalement pour moi. Monica était légalement pour moi. Monica était vraiment différente. Monica était légalement pour moi. 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 Monaco est légalement pour moi. Monica était 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 légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Monica était légalement pour moi. Monaco est 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 légalement pour moi.
Monaco est légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Monaco est légalement pour moi. Maman, finalement en sanglots, restait figée, les yeux rivés sur le testament, comme si, à force de le regarder, des mots différents allaient apparaître par magie. Et j'ai compris que l'oncle Kenneth avait gagné avant même qu'on sache qu'il y avait un jeu. Pendant les 15 années qui ont suivi, j'ai regardé depuis la touche l'oncle Kenneth transformer Valefrect en quelque chose que Papy Édouard n'aurait jamais reconnu. Il avait viré des chauffeurs qui étaient dans la boîte depuis des décennies, les remplaçant par des contractuels indépendants sans avantages sociaux, sans sécurité, sans loyauté. Il avait vendu les camions de collection, y compris le Kenworth d'origine de Papy, à des collectionneurs et des casseurs. Les lignes locales qui constituaient le fondement de l'entreprise furent abandonnées au profit de contrats long courriers plus rentables avec des sociétés qui pressuraient leurs fournisseurs jusqu'au dernier centime. La presse financière l'adorait. Kenneth Martinez modernise l'entreprise familiale de transport, titraient les journaux. Des camions à la technologie, comment Valefrect est devenu un algorithme à 500 millions de dollars. Maman est morte en 2019, sans jamais se remettre de ce qu'elle considérait comme la trahison de son beau-père. Elle a passé ses dernières années dans une maison de retraite financée par Medicaid, pendant que Kenneth achetait une propriété à 18 millions de dollars dans le Connecticut. Après mon divorce, Monica a déménagé à Washington avec les enfants. Elle a coupé les ponts avec tout le monde. C'était trop douloureux pour elle de rester en contact avec moi, avec qui que ce soit d'entre nous. J'ai continué à prendre des boulots d'entrepôt, tous plus pourris les uns que les autres. L'automatisation était en train de bouffer l'industrie. J'ai élevé Sophia seule après le départ de Carmen, ma femme. Elle ne supportait plus mon amertume, ma rage face à la façon dont les choses s'étaient déroulées. Chaque Noël, Kenneth envoyait une carte avec un chèque de 1200 dollars. Sa signature, tout en arabesque en bas, comme s'il nous faisait une faveur énorme. Je les encaissais. J'avais terriblement besoin de l'argent. Mais chaque chèque, c'était comme avaler du poison. Et puis, il y a 3 jours, tout a basculé. La lettre de First Union Bank est arrivée un mardi, mélangée aux factures et aux prospectus de supermarché. J'ai failli la jeter, me disant que c'était juste une nouvelle offre de carte de crédit à laquelle je ne pouvais même pas penser.
Mais l'adresse de l'expéditeur a attiré mon attention. La banque avait un sceau officiel, le genre qui existait déjà du temps de papy. Cher monsieur Thomas Martinez, commençait la lettre. Nous procédons à un audit obligatoire des coffres-forts inactifs, conformément à la réglementation bancaire de l'État. Nos registres indiquent que le coffre 3184, enregistré au nom de Édouard Martinez avec vous comme détenteur secondaire, n'a pas été ouvert depuis son ouverture en 1982. 1982, j'avais 6 ans. C'était la même année où papy m'avait emmené faire mon premier vrai trajet en camion, 4 jours aller-retour à Denver. Le même voyage où je l'avais aidé à changer un pneu crevé au milieu de nulle part. Je n'avais pas voulu prendre ces 10 $, je lui avais dit que dans la famille, on s'entraidait gratuitement. La lettre continuait, les frais annuels de 16,25 $ par an pendant 42 ans s'élèvent à 682,50 $. Veuillez régler cette somme dans les 72 heures, sous peine de voir le contenu transféré à l'État en tant que bien abandonné. 682,50 $. C'était comme s'il s'agissait de 6 000. J'avais 17 $ dans mon portefeuille, moins 23 sur mon compte courant, et une carte de crédit à découvert pour laquelle j'avais arrêté de répondre aux appels. Mais quelque chose dans ce coffre-fort, le timing, le fait que mon nom y figure, ça me faisait trembler les mains en tenant cette lettre. J'ai appelé la banque tout de suite. La téléconseillère m'a passé Madame Hélène Winters, la directrice d'agence. Monsieur Martinez, a-t-elle dit après que je lui ai tout expliqué. Je vois le coffre dans notre système. Ouvert le 22 juillet 1982 par Édouard Martinez. Vous êtes inscrit comme détenteur secondaire, avec un accès complet au décès du détenteur principal. Mais j'avais 6 ans à l'époque. Pourquoi aurait-il mis mon nom dessus? Je ne saurais vous dire, monsieur. Mais les frais doivent être payés avant que nous puissions vous donner accès. Est-ce qu'il y a moyen de mettre en place un échéancier de paiement? Je viens de perdre mon travail, et je suis vraiment à court d'argent en ce moment. Il y a eu une pause. Je suis désolé, monsieur Martinez, mais la politique de la banque exige que le paiement soit effectué en totalité. Vous avez jusqu'à vendredi à 17 heures. J'ai raccroché et j'ai fait ce que j'avais juré de ne jamais faire. J'ai appelé Sophia. Papa? Qu'est-ce qui se passe? Elle a répondu tout de suite. Je n'appelle jamais pendant ces cours, sauf en cas d'urgence. Rien de grave, ma chérie. J'ai juste besoin d'un petit prêt. 60 $, si tu peux me les avancer. Papa, tu as payé mes frais de scolarité alors que tu n'en avais pas les moyens. Je peux t'envoyer de l'argent tout de suite. 60, c'est suffisant. La honte me brûlait. C'est suffisant. Merci. Honteux, je suis allé au Sam Espon Palace sur Riverside Avenue, portant la montre de mon père, la Seiko qu'il portait dans l'armée. Sam, qui connaissait notre famille depuis des années, m'a offert 220 $ sans même essayer de marchander. Sa façon d'être gentil. T'es sûr de ça, Thomas? Cette montre a une histoire. C'est juste pour quelques jours, j'ai menti. Je reviendrai la chercher. J'ai donné mon plasma 2 fois au centre médical, 45 $ à chaque fois. J'ai nettoyé les gouttières de la vieille Madame Chen, la voisine. Encore 60. J'ai posté sur TaskRabbit pour des petits boulots et j'ai été embauché pour déménager des meubles pour un étudiant diplômé. Encore 110. Jeudi soir, j'avais 630 $. Encore 52,50 à trouver. C'est à ce moment-là que ma bagnole, ma Toyota Camry de 2002, une épave avec ses 398 000 bornes au compteur, a décidé de rendre l'âme. La transmission patinait depuis des mois, et elle a finalement lâché complètement un vendredi matin. J'ai essayé de la démarrer, et le mécano du coin m'a annoncé 350 balles juste pour jeter un coup d'œil. J'ai rigolé. Assis dans cette caisse morte à 7 heures du mat, avec 5 heures avant la date limite de la banque. C'était soit de la cruauté cosmique, soit de l'humour cosmique. J'ai choisi de rire plutôt que de pleurer. J'ai marché 8 bornes jusqu'à la First Union, ma bonne chemise trempée de sueur, avec 630 $ dans différentes poches. J'avais la trouille de tout perdre. La chaleur de juillet faisait miroiter le bitume. Quand j'ai enfin poussé les portes en verre de la banque, j'avais l'air de quelqu'un qui était en train de perdre un combat contre la vie. Ce qui n'était pas loin de la vérité. Madame Winters m'attendait à son bureau, une femme dans la cinquantaine avec des yeux doux et des cheveux gris tirés en chignon. Elle m'a regardé m'approcher, m'a vu sortir les billets froissés, m'a vu les compter 2 fois avant d'abandonner.
630, j'ai dit. Je sais que ce n'est pas assez. J'ai vendu tout ce que j'ai pu. Ma voiture est morte ce matin, sinon j'aurais vendu ça aussi. Vous êtes venu à pied, elle a demandé. 8 bornes. Ma fille a besoin de la voiture quand elle sera réparée. Si elle peut être réparée. Elle a un stage qui commence la semaine prochaine. Je me suis redressé, en essayant de garder une certaine dignité. Ce coffre-fort est peut-être la seule chose que mon grand-père m'ait laissé. Mon oncle a tout pris d'autre. Votre oncle? Kenneth Martinez. Il a hérité de Valefrect Solutions, il l'a vendu l'année dernière pour 500 millions. Ses sourcils se sont légèrement haussés. Et vous êtes là avec 630 $, en essayant de payer des frais de 6 cents 82 $ et 50 cents. La famille, c'est compliqué, j'ai dit. L'euphémisme du siècle. Madame Winters s'est tournée vers son ordinateur, tapant vite. Puis elle s'est levée et est allée à un classeur. Elle a sorti un registre à l'ancienne, un de ces livres en cuir que les banques utilisaient avant que tout ne devienne numérique. Elle l'a feuilleté, faisant glisser son doigt le long des entrées manuscrites. Monsieur Martinez, dit-elle lentement, il semble y avoir une erreur. D'après ce registre, les frais pour le coffre 3184 ont été prépayés jusqu'en 2025. 43 ans à l'avance. Payés en espèces par Édouard Martinez. Le jour où il l'a ouvert. On savait toutes les deux qu'elle mentait. Sa gentillesse m'a pris au dépourvu. Je me suis agrippé au bord de son bureau pour ne pas perdre l'équilibre. La lettre d'audit a été envoyée par erreur, continua-t-elle, sa voix professionnelle mais ses yeux chaleureux. Je vous prie de bien vouloir accepter nos excuses pour ce désagrément. Souhaitez-vous accéder à votre coffre maintenant? Elle m'a conduit à la salle des coffres, une énorme porte en acier qui semblait sortir d'un film de braquage. À l'intérieur, des centaines de coffres en métal tapissaient les murs en rangées parfaites. Elle a utilisé sa clé principale, plus la clé de la lettre d'audit, et a sorti le coffre 3184. Je vous laisse en privé, dit-elle, en me montrant une petite salle de consultation avec une table et une chaise. Mes mains tremblaient en soulevant le couvercle. Sur le dessus, il y avait 52 crus gérants en or, des pièces sud-africaines qui brillaient même après 40 ans dans l'obscurité. Chacune datée des années 70. J'en savais assez pour savoir qu'elles valaient au moins 2000 $ chacune, peut-être plus. Sous l'or se trouvait un certificat d'action pour 1200 actions d'Apple Computer, achetées le 20 août 1984. Des actions d'introduction en bourse originale, jamais vendues, jamais divisées. Mon cerveau n'arrivait pas à calculer ce qu'elles valaient maintenant, après tous les fractionnements et la croissance, mais ça devait être des millions. Plusieurs millions. Au fond, il y avait 2 enveloppes. La première portait la mention à mon petit-fils Thomas, à n'ouvrir qu'en cas d'injustice. La deuxième, plus petite, disait simplement un deuxième. J'ai déchiré la première lettre, les mains tremblantes. L'écriture de mon grand-père, tremblante mais déterminée, remplissait 3 pages. Thomas, si tu lis ceci, alors Kenneth a fait ce que je craignais. Pendant ma maladie, il n'arrêtait pas d'apporter des papiers, disant que c'était des autorisations de traitement, des formulaires d'assurance, une procuration pour les décisions médicales. J'étais sous morphine, fentanyl, oxycodone. Presque inconscient la plupart du temps. J'ai signé tout ce qu'il mettait devant moi parce que je faisais confiance à mon fils. Plus tard, pendant un bref moment de lucidité, mon infirmière, Teresa, m'a montré ce que j'avais réellement signé. Un Nouveau Testament, laissant tout à Kenneth. À ce moment-là, j'étais trop faible pour me battre, trop proche de la mort pour passer mes derniers jours au tribunal. Mais je n'étais pas trop faible pour planifier. L'or était celui de mon père. Ton arrière-grand-père. Il n'a jamais fait confiance aux banques après la dépression. Il l'a caché à tout le monde. Même à ma femme. Les actions Apple étaient un pari que j'ai pris avec de l'argent liquide, en le gardant secret parce que je voulais quelque chose en dehors de l'entreprise. Quelque chose que Kenneth ne pourrait ni toucher ni même connaître. Mais voici ce qui compte vraiment. Le 5 septembre 2010, j'ai tout enregistré. 95 minutes à lui expliquer ce que Kenneth avait fait, comment il l'avait fait, quelles étaient mes véritables volontés. Teresa en a été témoin, elle a fait certifier ma déclaration. Cet enregistrement et tous les papiers sont dans un dossier scellé chez Patterson et Associés. Dites à Monsieur Patterson d'ouvrir le dossier de prévoyance Sanchez. Il attend ça depuis longtemps. L'entreprise a toujours été destinée à toi, Thomas.
tu as compris ce qu'on a bâti. Ce n'était pas une question d'argent, mais de promesses tenues, d'employés traités équitablement. Des poignées de main qui avaient un sens. Kenneth voulait la richesse. Toi, tu voulais le travail. Il y a une différence. Utilise les actions Apple pour te battre. Utilise l'or pour ta famille. Utilise l'enregistrement pour rétablir la justice. Je suis désolé de n'avoir pas pu arranger ça de mon vivant, mais parfois, le chemin le plus long est le seul qui ramène à la maison. Ton grand-père, Édouard. PS. J'ai écrit ton nom sur cette boîte le jour où tu m'as aidé avec ce pneu et que tu n'as pas voulu te faire payer. Tu avais 6 ans. Tu as dit que la famille s'aidait. Tu te souvenais de ce qui comptait. Tu t'en es toujours souvenu. J'ai ouvert la deuxième enveloppe, les mains tremblantes. Elle était plus courte. Écrite la même semaine où il avait ouvert le coffre-fort en 1982. Thomas, tu trouveras ça quand le moment sera venu. C'est ça, la nature de la vérité. Elle attend patiemment son heure. Maintenant, tu as appris que la patience et la justice sont de vieilles amies. Elles prennent leur temps, mais elles finissent toujours par arriver ensemble. Souviens-toi de ça. Tes enfants méritent de savoir que leur arrière-grand-père les aimait. Même d'outre-tombe. Surtout d'outre-tombe. Direct chez Patterson et associé dans la voiture de Madame Winters. Elle avait insisté pour me la prêter quand elle a vu que je comptais encore marcher. Le visage du vieux juriste est devenu blanc quand je suis entré dans son bureau et que j'ai dit « Ouvrez le dossier de prévoyance Sanchez ». Dieu merci, a-t-il murmuré. Et pour la première fois en 15 ans, il m'a regardé droit dans les yeux. J'attends que vous franchissiez cette porte chaque jour depuis les funérailles de votre grand-père. Il a sorti une boîte métallique verrouillée de son coffre-fort, les mains tremblant en l'ouvrant. À l'intérieur, il y avait 3 DVD, une pile de documents notariés et des dossiers médicaux montrant les médicaments que grand-père prenait quand il était censé avoir signé le Nouveau Testament. Pourquoi n'avez-vous rien dit lors de la lecture du Testament, ai-je demandé, même si je le savais déjà. Kenneth a menacé de ruiner mon cabinet si je révélais ça, a avoué Patterson. Il avait des relations, des clients puissants qui auraient pu me ruiner du jour au lendemain. Votre grand-père savait que ça arriverait. Il m'a dit de vous attendre, que vous trouveriez le coffre-fort quand vous seriez prêt à vous battre. Il disait que justice différée n'est pas justice refusée si elle protège les innocents. Pendant ce temps, Patterson a chargé l'enregistrement. On y voyait grand-père, calé dans son lit d'hôpital, lucide malgré la maladie, parlant directement à la caméra. Teresa Vargas, son infirmière en soins palliatifs, était assise à côté de lui tenant la main pendant qu'il racontait tout. Comment Kenneth ne se montrait que quand il avait besoin de signatures? Comment il attendait que la morphine de grand-père fasse vraiment effet? Comment il déplaçait carrément la main de grand-père quand il était trop faible pour tenir le stylo correctement? Mon vrai testament, disait grand-père sur l'enregistrement, divise valait frecte à parts égales entre mes petits-enfants, avec Thomas aux commandes. Cette entreprise a été bâtie sur la confiance, et il faut quelqu'un qui comprenne que la confiance est plus importante que de faire du profit. Kenneth a fait de brillantes études, mais Thomas a du cœur. Et dans ce business, c'est le cœur qui gagne. Les actions Apple? Elles valaient 13 millions de dollars après tous les fractionnements et la croissance. Pas les 500 millions que Kenneth a obtenus en vendant l'entreprise, mais assez pour engager les meilleurs avocats de l'État. La médiation? 7 semaines plus tard, dans une salle de conférence surplombant toute la ville. Kenneth s'est pointé avec 5 avocats. J'en avais 3, plus l'enregistrement, plus le témoignage vidéo de Teresa Vargas depuis sa résidence pour personnes âgées en Arizona. 88 ans, et sa mémoire était d'une netteté incroyable. Vous ne pouvez pas prouver qu'il y a eu falsification, a hurlé Kenneth quand il a compris qu'on ne rigolait pas. Son attitude de dirigeant froid s'est complètement effondrée. On n'a pas besoin de prouver la falsification, a dit mon avocat principal, calme comme tout. On a juste besoin de prouver que vous avez exercé trop de pression sur un homme mourant qui était bourré de médicaments. L'enregistrement le prouve, tout comme les dossiers médicaux qui montrent qu'il prenait 3 opioïdes différents quand il est censé avoir signé. Ou alors, on va au tribunal et on laisse les gens ordinaires décider à qui ils croient. Le petit-fils qui travaillait dans les entrepôts, ou le fils qui a fait un demi-milliard de dollars sur la signature de son père mourant. L'accord a été scellé par le tribunal, mais je peux dire ça. Ma fille Sophia a obtenu son diplôme sans aucune dette et a créé sa propre association à but non lucratif pour aider d'autres étudiants de première génération à s'y retrouver dans le bordel des aides financières.
Elle se marie au printemps prochain, et l'argent ne sera pas un problème. Ma sœur Monica est revenue de Washington, a ouvert le restaurant dont elle rêvait depuis l'école hôtelière, et l'a appelé la table d'Édouard. Tous les vendredis soirs, elle offre des repas gratuits aux routiers, en hommage à ceux qui ont bâti le rêve de grand-père. J'ai créé Martinez Family Freight avec 4 camions et 6 chauffeurs, tous d'anciens employés de Valley Freight que Kenneth avait virés. On est petit, mais on grandit comme il faut, comme grand-père l'aurait voulu. Chaque chauffeur a droit à tous les avantages sociaux, au partage des bénéfices, et au respect. Les noms de leurs enfants sont affichés sur le mur de mon bureau, à côté de leurs photos de famille, comme grand-père le faisait. L'oncle Kenneth, lui, a toujours ses millions, et vit toujours dans son manoir du Connecticut. Mais le mois dernier, sa fille Ashley m'a appelé sans prévenir. Oncle Thomas, m'a-t-elle dit, je sais que ce que mon père a fait n'était pas bien. Je veux apprendre le métier comme il faut, en partant de la base, comme l'aurait voulu arrière-grand-père Édouard. Je l'ai embauchée comme répartitrice. Elle est incroyable, en fait, elle arrive tôt, traite les chauffeurs les plus âgés avec respect, pose des questions, et écoute les réponses, pour de vrai. La semaine dernière, elle est restée tard pour aider un chauffeur dont le camion était tombé en panne. Elle a organisé le remorquage, lui a trouvé un hôtel, et n'a pas voulu être payée en heures supplémentaires. La famille est de la famille, a-t-elle dit, et j'ai dû me détourner pour qu'elle ne me voie pas pleurer. Madame Winters, la directrice de banque qui a choisi d'être gentille au lieu de suivre les règles. Je suis retourné la remercier juste après que tout ait été réglé. Il s'avère que son propre père s'était fait escroquer par un associé, il y a des années, et s'était retrouvé avec rien d'autre que des dettes et la honte. Parfois, m'a-t-elle dit autour d'un café, on a la chance d'être la gentillesse dont on a eu besoin autrefois. Elle avait tellement raison. Ces 682,50 $ de frais qu'elle a annulés n'ont pas juste ouvert une boîte. Ça a ouvert une porte vers la justice qui attendait depuis 42 ans pour s'ouvrir en grand. Je garde exactement 682,50 $ en espèces dans le coffre-fort de mon bureau maintenant. Pas pour la sécurité, mais pour me rappeler que parfois les plus petits actes de gentillesse peuvent faire tomber des empires bâtis sur des mensonges. Et si quelqu'un vient un jour me demander de l'aide, avoir besoin de ce coup de pouce qui change tout, je serai prêt. Grand-père Édouard avait raison en ce qui concerne la patience et la justice. Comme ils étaient vieux copains, ils ont pris leur temps avec Kenneth. Mais quand ils se sont finalement pointés, ils ont apporté toute la vérité avec eux. Et la vérité? Elle vaut plus que 500 millions de dollars. Elle vaut de pouvoir regarder sa fille dans les yeux et lui dire que l'intégrité n'est pas juste une formule sur un bout de papier. Elle vaut de dormir sur ses 2 oreilles, en sachant qu'on a gagné ce qu'on a honnêtement. Elle vaut tout. La devise de l'entreprise chez Martinez Family Freight, peinte directement sur nos camions, est « La famille est de la famille ». Pas parce qu'on est tous parents par le sang, mais parce que c'est ça, l'héritage de grand-père. Traiter tout le monde comme s'il comptait, parce que c'est le cas.